Bonjour Dany Lang. Bonsoir. Alors vous êtes professeur d'économie, vous enseignez notamment à la Sorbonne à Paris, à l'université Saint-Louis Louvain-la-Neuve, c'est en Belgique. Tout à fait. Alors les économistes atterrés dont vous faites partie publient un livre manifeste, on peut dire, un changer d'avenir, sous-titré Réinventer le travail et le modèle économique. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors dans ce livre, vous expliquez pourquoi, selon vous, les responsables politiques ne prennent pas la mesure de la profondeur de la crise économique et sociale actuelle. Nous vivons toujours les conséquences de la crise financière de 2007-2008. Et je cite le livre, à cause d'un acharnement dans les politiques néolibérales qui servent davantage les intérêts financiers que l'intérêt général. C'est une phrase qui résume, on peut dire, le point de départ de ce livre. Exactement, c'est une phrase qui résume le point de départ de ce livre. Je pense que vous parliez de la crise économique, de la crise sociale. Il y a aussi une crise écologique qui est complètement sous-estimée. Ouais, on va en parler. Même si dans le projet de loi de finances, il y a effectivement quelques petites timides choses sur cette crise écologique. Elle est complètement sous-estimée. La crise écologique en France et dans le monde, évidemment. Exactement. Ça dépasse largement les frontières. Non, exactement, ça dépasse. Mais elle est aussi sous-estimée au plan mondial. Alors Dany Lang, la croissance mondiale, vous en parlez dans le livre, elle ralentit un peu partout dans le monde, mais il y a quelques exceptions, mais globalement, la tendance est au ralentissement. Il y a beaucoup de pays développés, dont la France d'ailleurs, qui se désindustrialisent. Les dettes continuent d'augmenter, quoi qu'on en dise. Les inégalités se creusent encore, comme dans les années 30. Pour vous, ce sont là quelques-uns des signes d'une crise profonde du capitalisme ? Oui, du mode de capitalisme qu'on a adopté depuis une trentaine d'années, ce capitalisme financiarisé qui croit que la finance est efficace, qu'elle sait placer l'argent correctement, que c'est bien d'avoir beaucoup de flux financiers et que les capitaux circulent très rapidement à la nanoseconde d'un pays à l'autre. On peut dire que les premiers bénéficiaires de la mondialisation, et vous les épinglez aussi dans votre livre, ce sont les actionnaires ? Oui, en effet, les actionnaires les plus aisés, les 0,1% les plus riches. De ce point de vue-là, on n'est pas très original. Ça a été signalé par d'autres que nous, comme Zuckman ou Piketty, par exemple. Alors, la mondialisation, on peut le dire, la globalisation, comme on dit dans les pays anglo-saxons, elle a quand même eu des effets positifs. Elle a sorti des centaines de millions de personnes de la pauvreté. Elle a dynamisé le commerce mondial. Aujourd'hui, ça se discute. Est-ce que le commerce mondial est un but ? Est-ce qu'il est une fin en soi ? Ou est-ce que le but, c'est d'arriver à ce que les populations vivent dans des conditions dignes ? C'est quelque chose qui peut se discuter. On a une dynamisation du commerce mondial. On a des échanges mondiaux qui partent dans tous les sens. Ça peut paraître intéressant, mais de l'autre côté, on consomme toutes nos ressources de pétrole, on pollue de plus en plus. Est-ce que, par exemple, on a besoin, en France, de produire nos cornichons en Inde ? Est-ce qu'on ne pouvait pas continuer de produire nos cornichons sur le sol national ? Donc ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Cette globalisation financière, effectivement, bénéficie aux actionnaires, elle bénéficie aux détenteurs du capital. Et l'idée, ce serait de la rééquilibrer un peu pour arriver à des modes plus soutenables de fonctionnement. Comment est-ce qu'on pourrait la rééquilibrer, justement ? Alors, beaucoup de croissance verte Non, mais la croissance verte, c'est parfois un oxymore. Il faut réfléchir beaucoup plus aux circuits courts, à la consommation locale. Il faut réorganiser complètement nos économies. Et pour réorganiser complètement nos économies, il faut une impulsion budgétaire forte, c'est-à-dire des décisions politiques, et mettre les moyens pour cette transition écologique dont tout le monde parle, mais que personne ne prend vraiment au sérieux. Mettre les moyens, ça veut dire que l'État a un rôle à jouer. Vous insistez beaucoup sur le rôle de l'État aussi dans le livre. Évidemment, toutes les grandes orientations économiques qui ont été prises par le passé ont été orientées par l'État. Donc une transition écologique, ça se planifie, ça se programme et ça demande des moyens pour isoler les bâtiments, pour passer vers le ferroutage, pour par exemple passer massivement à l'agriculture biologique. Tout ceci demande des efforts importants et donc demande l'intervention de la puissance publique. Alors depuis la crise, on en parlait tout à l'heure de la crise de 2007-2008, beaucoup d'institutions internationales, dont la Banque Centrale Européenne, donc en Europe, ont insisté sur la nécessité de réduire les dettes, l'austérité, de réduire les déficits budgétaires. D'une certaine manière, tous les pays de l'Europe en particulier, et la France, sont prisonniers de ce carcan budgétaire. Ils ont fait le choix d'être prisonniers de ce carcan budgétaire, puisqu'ils ont signé un traité qui s'appelle le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, qu'on appelle pacte budgétaire, et qui est un traité qui impose l'équilibre des finances publiques à long terme, ce qui n'a absolument aucun sens, même d'un point de vue purement macroéconomique, puisque si vous imposez l'équilibre des finances publiques, ça veut dire par exemple que vous n'avez même pas d'actifs sans risque pour faire fonctionner les marchés financiers. Donc ça n'a aucun sens, et effectivement, ces politiques d'austérité, ce sont des politiques qui compriment la
la demande partout. Et je pense que les atterrés ne se sont pas trompés quand ils se sont formés au départ en 2010-2011 pour dire que ces politiques d'austérité ne fonctionneraient pas. Enfin, regardez la situation grecque, regardez la situation espagnole, regardez la situation française qui n'est quand même pas brillantissime. On se retrouve avec des pays qui se font tous concurrence par les coûts. Ben, quand tout le monde se fait concurrence par les coûts en comprimant les salaires, en comprimant les droits sociaux, on se retrouve avec une chute de la demande. Dany Lang, vous avez parlé de la France, de l'Espagne, de la Grèce. Il y a un contre-exemple, c'est le Portugal. Effectivement. Qui en fait a refusé d'une certaine manière d'appliquer à la lettre la potion imposée par l'Europe et cette austérité. Disons que le Portugal a eu deux phases. Jusqu'en 2015, le Portugal a appliqué cette potion. Sa dette publique s'est aggravée, ses déficits publics aussi, sa situation macroéconomique était très mauvaise. Le chômage était largement au-dessus des deux chiffres, de l'ordre de 15%, il me semble. Et donc le Portugal, en 2015, a changé de politique. Et donc là, il a augmenté le salaire minimum, il est passé de 40 à 35 heures, il a revalorisé les pensions et les retraites, et le Portugal va mieux. Mais le Portugal est quand même coincé dans une situation où il a la même monnaie que les Allemands. Donc il peut pas faire des miracles non plus. Donc le Portugal va bien, il est dans les depuis 2 ans, en fait, le Portugal a relancé ses dépenses publiques. Exactement, il a relancé ses dépenses publiques, il a relancé ses dépenses sociales. Il va mieux, mais d'un autre côté, il n'a pas supprimé les dispositifs précédents, par exemple les dispositifs qui permettent aux personnes extrêmement riches d'aller placer l'argent là-bas pendant 10 ans, sans être taxés pendant 10 ans. Mais en même temps, le pacte de stabilité dont on parlait tout à l'heure, il garantit en fait d'une certaine manière la survie de l'euro. Alors, tant qu'on garde, est-ce qu'il faut garder l'euro? Parce que c'est aussi une question centrale. Le pacte de stabilité, pour moi, c'est le meilleur moyen de faire exploser l'Europe à un moment ou à un autre, parce que c'est imposer des contraintes macroéconomiques absurdes qui n'ont aucun sens économique à des pays. Pourquoi est-ce que le bon niveau, par exemple, de dette publique par rapport au PIB serait 60%? Si on a des besoins... Ça, c'est la norme européenne. Aujourd'hui, c'est la norme européenne qui est là depuis Maastricht. 3% de déficit, pas plus de 60% de dette. Et puis depuis le dernier traité, 0,5% de déficit structurel, qui est un calcul théorique qui n'a aucun sens, et qui veut nous amener à l'équilibre des finances publiques, ce qui n'a aucun sens non plus, puisque si, par exemple, vous avez plus besoin d'investissement que vous n'avez d'épargne dans votre pays, eh bien, vous devez avoir plus de dépenses publiques que vous n'avez d'impôts. Alors, pour mettre de l'argent dans les caisses de l'État, pour pouvoir promouvoir des dépenses publiques, il faut de l'argent. Et ça passe par la fiscalité. Alors, en France, par exemple, le gouvernement vient de décider la suppression de l'impôt sur la fortune, fortune mobilière. Alors, ça a fait beaucoup jaser. C'est censé encourager l'investissement des gens fortunés dans l'économie française. Est-ce que vous partagez cet enthousiasme? Pardonnez-moi de sourire, mais je trouve que c'est une très bonne blague, puisqu'on a supprimé l'impôt sur la fortune sur les stocks, qui sont sur les marchés financiers, c'est-à-dire tous les actifs qui ont été mis par le passé. Or justement, si vraiment on voulait favoriser l'investissement, il aurait fallu supprimer cet impôt sur les flux, c'est-à-dire sur tout ce qui est nouveau, sur tout ce qui est émis pendant l'année, sur les actions nouvelles, c'est-à-dire sur le marché primaire. Donc là, en fait, c'est un immense cadeau du gouvernement. Macron, président des riches, comme on dit? Je pense qu'on n'en est pas loin. Oui. Je pense qu'on n'en est pas loin parce qu'on a une redistribution massive, finalement, de ceux qui sont en bas de l'échelle sociale, qui vont voir leur salaire stagner ou baisser avec les lois, avec les ordonnances, et d'un autre côté, une baisse massive des 0,1% les plus riches. Vous ne croyez pas justement à cette théorie du ruissellement qui dit que si les riches dépensent beaucoup d'argent, investissent dans les entreprises, ça va finalement bénéficier aux moins riches? Ça aussi, j'ai l'impression que c'est la blague des 30 dernières années, puisque même le FMI, vous le savez sans doute, ne croit plus en cette théorie et a écrit très clairement que le ruissellement ne fonctionne pas. En fait, la théorie du ruissellement, c'est on donne de l'argent aux riches et ensuite rien, ils sont plus riches, ils placent ça sur l'argent financier, ils placent ça sur les marchés financiers, les bulles spéculatives mondiales augmentent et voilà. Alors, le titre de ce livre, c'est « Changer d'avenir ». C'est encore possible de changer d'avenir? Il n'est pas trop tard, Dany Lang? C'est une question de volonté politique. Effectivement, il y a un certain nombre de choses aujourd'hui qui sont irréversibles, et en particulier les dégâts écologiques qui ont été causés par notre mode de fonctionnement assez dont on commence à voir les conséquences dans les changements climatiques. Exactement. Exactement. Donc après, c'est une question de volonté politique. Il faut que cette volonté politique soit portée par des citoyens. Alors on parle aussi dans le livre des GAFA, ces fameux Google, Amazon, Facebook, Apple. Alors ces entreprises-là font beaucoup de chiffres d'affaires dans nos pays et ils mettent leurs bénéfices dans des paradis fiscaux. En tout cas, ils jouent sur les prix de transfert. C'est l'optimisation fiscale. Exactement. Parce que parfois c'est légal ce qu'ils font. Exactement, mais c'est légal. C'est légal. Ceci dit, il me semble que la Commission récemment a pris des mesures en ce sens, peut-être insuffisantes, mais intéressantes, justement pour éviter que ces bénéfices
bénéfices partent comme ça. Enfin, ces sociétés jouent un jeu qui fait qu'elles payent beaucoup moins d'impôts que les PME, les PMI. C'est quand même quelque chose qui est hautement problématique et j'espère qu'il y aura une prise de conscience de ce point de vue-là. Quand ils s'installent dans ces pays, ils bénéficient des infrastructures, mais d'un autre côté, ils ne payent pas pour les infrastructures. Vous encouragez la Commission européenne et les gouvernements à faire plus, alors? Ah oui, ça c'est certain, les grandes entreprises. Mais je pense que c'est en train de devenir relativement consensuel, ce qui me paraît quand même intéressant comme évolution. Alors il y a plein de sujets abordés dans ce livre, hein. Par exemple aussi comment on fait pour réduire le chômage. Vous parlez aussi de ce revenu universel, oui. Donc qui serait une manière, si vous voulez, de remplacer toutes les allocations existantes par un revenu universel. Vous pensez comment est-ce qu'on pourrait le financer d'ailleurs? Ça suffirait Les atterrés en général ne croient pas à la pertinence de l'idée du revenu universel. On pense que c'est un piège pour mieux se débarrasser de l'État social. C'est-à-dire on donne le même revenu de base à tout le monde, chacun a le même revenu de base tous les mois, et ensuite débrouillez-vous. Donc souvent, ceux qui ont recommandé ça, pas exclusivement, mais pour l'essentiel, ce sont des libéraux, et ils disent regardez, tout le monde a un revenu de base, et avec ça, comme le temps passe, ce que vous prenez plutôt, c'est une réduction du temps de travail? Une réduction du temps de travail, disponible. Une réduction du temps de travail qui peut passer par autre chose que la durée légale, par exemple des congés paternité, des congés maternité, des congés de formation, ce genre de choses, mais pas exclusivement. Par exemple, il y a un dispositif très intéressant qui s'appelle l'employeur en dernier ressort, donc de prendre les chômeurs tels qu'ils sont, que les collectivités locales utilisent ces chômeurs pour répondre aux besoins. Un emploi en dernier ressort, ça coûte 15 000 € par an. Un emploi CICE, donc le contrat qui a été créé par Macron sous le gouvernement précédent, qui s'est transformé en baisse de cotisation sociale, coûte 200 000 € par an. Donc comparer les coûts, ça n'a rien à voir. Merci Dany Lang. Je rappelle le livre que vous co-signez, que les économistes atterrés viennent de sortir, donc Changer d'avenir, réinventer le travail et le modèle économique, aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci beaucoup. Merci.